Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions spéciales Nouvel An sur Sud Radio. Et d'ores et déjà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Et peut-être avez-vous déjà pensé à vos vœux, à vos résolutions. Soyez bienveillants avec vous-même. Vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Je vous propose de décrypter les faits marquants des grandes années, ces 1er janvier qui ont marqué notre histoire contemporaine. Et pour nous aider à explorer cette actualité, avec nous, Marine Colombel. Bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes psychiatre, enseignante universitaire et vous publiez « Écoute tes émotions pour te libérer » chez Marabout. Robert Zuili, bonjour. Bonjour Didier, bonjour Marine. Vous êtes bonjour. Psychologue, expert des émotions, fondateur du jeu Emotion Games et de Work Well Together. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation pour cette édition spéciale de la roue des émotions. Nouvel an. C'est une nouvelle ère peut-être qui s'ouvre pour chacun d'entre nous, on l'espère, avec des préconisations qui seront envers nous simples à atteindre. Il ne faut pas se fixer d'objectifs démesurés, Robert Zuili. Non, une part de rêve quand même. C'est important de viser les étoiles, même si on ne va pas forcément jusque-là. Donc, au contraire, moi je dirais, faites les plus beaux rêves que vous puissiez concevoir. Et puis, si vous y arrivez, eh bien, tant mieux. Marine Colombel, un regard de psychiatre sur les vœux. Tout à fait. Si on veut aller sur la Lune, il faut viser les étoiles. Hein. C'est exactement ce qu'on dit. C'est ce que disait Jules Verne. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est un bon ambassadeur de nouvelle année, Jules Verne, parce que justement, il parle à l'enfant en nous, à cet être d'espoir qui va croître et qui sait que rien ne lui est impossible. Jules Verne qui n'est jamais sorti de France et pourtant qui, grâce à son imaginaire, a fait voyager tant de générations d'enfants à travers les siècles. À travers les siècles. 1er janvier 1622, dans tous les pays catholiques, sur décision du Saint-Siège, l'année calendaire commence le 1er janvier et non plus le 25 mars. C'est pour cela que, dorénavant, dans nos civilisations, l'année commence le 1er janvier. Chez les peuples usant d'un calendrier solaire, le début de l'année a toujours été fixé par pure convention, mais au fil des siècles, l'année n'a pas commencé partout au 1er janvier et son début a varié au gré des époques et des pays. Même avec le calendrier grégorien, dans lequel le premier jour de l'an a été aussi donc le 1er mars. Mais initialement, c'est en 46 avant Jésus-Christ que l'empereur romain Jules César décide que le 1er janvier serait le jour, le mois de l'année qui commencerait finalement ce calendrier. Robert Zuili, avec quelle émotion on peut réagir face à ce qui est désormais pour nous une date repère, le 1er janvier? Joker. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de mal en fait à choisir entre la joie et la tristesse. Joie parce que forcément c'est le dernier jour de l'année, il s'est passé plein de belles choses, c'est le moment de faire les comptes, c'est le moment aussi où on va se projeter dans ce futur, donc il y a plein de perspectives, plein d'espoir et donc la joie nous anime, mais en même temps tristesse parce que il y a déjà la nostalgie qui peut s'emparer de nous et cette nostalgie, vous savez, c'est cette dimension de la tristesse, ce sentiment qui fait que on éprouve une tristesse mais un peu réconfortante, parce qu'on pense à quelque chose d'agréable. La tristesse, elle est associée, enfin la nostalgie, elle est associée à nos souvenirs. Et quand les souvenirs sont gais, mais d'un événement qui est passé, ça crée de la nostalgie. Et donc, c'est la seule dimension de la tristesse, je trouve, qui peut coexister avec la joie, et qui peut faire que les deux peuvent se succéder, l'une et l'autre, et justement nous projeter dans ce rituel qui fait qu'il y a une force répétitive et qui nous permet de dire bah oui, les choses ont fini, mais elles vont recommencer. Et je trouve que ça, c'est merveilleusement beau. C'est au fond l'histoire de toute notre vie. Ça s'arrête, ça recommence. Le 1er janvier, on met tout à zéro et tout est possible. Y compris d'accepter une forme de mélancolie ou de nostalgie sur le passé. Exactement. Et cette nostalgie, elle est précieuse.
Elle fait de nous des êtres en mouvement aussi, ancrés dans le passé, tournés vers notre devenir. Et il suffit de regarder tout ce qui a été fait dans le marketing pour se servir de la nostalgie. Quand on parle du vinyle, il y a quelques années, le vinyle avait disparu. Et c'est bien cette sensation, ce sentiment qu'est la nostalgie qui nous a permis de recréer et de repartir avec les nouveaux vinyles alors que c'était dépassé. Marine Colombel, de l'agilité mentale pour chacun d'entre nous pour cette nouvelle année 2023 et de la joie toujours et encore. Et ben vous allez vous aussi rester sur la joie. Depuis le 1er janvier 1622, c'est cette date qui détermine le fait que l'année commence dans nos calendriers le 1er janvier. Oui, et c'est pas pour rien, je pense que Jules César a mis cette date justement au 1er janvier. Ce qu'il faut savoir, comme vous le disiez très bien, c'était plutôt au printemps avant le Nouvel An, parce que ça coïncidait avec l'entrée dans la guerre. C'était le temps de la guerre, on sortait de l'hiver, on mobilisait les armées, on allait à la conquête. Donc le début d'année commençait là. Jules César, par un trait d'esprit... On allait à la conquête parce que c'était les beaux jours. C'était les beaux jours, tout simplement. Et c'est pour ça que l'année commençait en mars. Tout à fait. Et Jules César, qui était quand même très visionnaire à son époque, s'est dit non, je ne vais pas mettre ça en mars, je vais mettre ça en janvier. En janvier parce qu'on est dans une période du coup plus lente, encore marquée par l'hiver, mais un hiver marqué par l'espoir. Ça veut dire le solstice d'hiver est passé, les jours se rallongent à grande vitesse à cette période-là. On s'ouvre sur un renouveau. On est dans cette attente du printemps qui est encore loin, qui va être dans 2 ou 3 mois. Mais cet espoir est là dans cette période de repos. Et je pense que c'est vraiment très symbolique du 1er janvier de se retrouver, de veiller, d'être au cœur de l'hiver, mais déjà projeté sur le futur, projeté sur le printemps. Au cœur de l'hiver, mais projeté vers le refleurissement de chacune de nos vies. Et vous restez avec nous sur les Saturnales. Qu'est-ce que donc, durant toute la période antique, les Romains fêtaient la fin de l'année et le solstice d'hiver dont vous nous parliez lors d'une longue fête en l'honneur du dieu Saturne. C'est durant ces Saturnales que on décorait les maisons de guirlandes, de bougies, on ne portait plus la toge mais la tunique et on dresse des grands banquets. Déjà le 1er janvier devient une fête et les familles se retrouvent alors ensemble, les enfants, les esclaves compris. On a gardé cet esprit festif. Ouais. On est vraiment sur une période où finalement on revient à l'humilité, on revient à ce qui est essentiel pour nous, c'est-à-dire nos proches. Être avec les gens qu'on aime, être dans cette joie partagée et dans une joie partagée où on ne fait pas l'étalage dans les Saturnales. Comme vous le dites très bien, on n'est plus en toge, on est en tunique. La tunique, c'est la tenue du pauvre. C'est vraiment la période où on revient à ce qui est important pour nous et non plus à la représentation, à un tel point où symboliquement, même les ordres sociaux sont abolis à Rome. Pendant 15 jours, les esclaves se font servir à table. Ils ont quelques droits, ce que les pauvres esclaves romains n'ont pas beaucoup de droits. C'est la seule période où ils ont une certaine liberté, une certaine égalité dans la société romaine. Alors tournons la roue des émotions. Marine, je vous prête ma main. Je serai la main de Robert. Réaction de Robert Zuilly sur la joie. Et la joie que finalement, ces réunions de famille où les plus faibles sont aux côtés des plus riches, c'était l'esprit des Saturnales, et vous venez de nous le dire, Marine Colombel, les esclaves se faisaient servir, Robert Zuilly. C'est formidable comme idée. Oui, on peut dire que c'est formidable. Et vous savez, je m'attache souvent à la symbolique des choses. Et on fait référence à Saturne, or... au Dieu, mais je pense aussi à la planète. Or, la planète, ce qui la caractérise, on parle des anneaux. Les anneaux, c'est quelque chose qui fait le tour et qui nous relie. Et je trouve que c'est intéressant dans cette symbolique de l'anneau, c'est que on est tous reliés et on est tous égaux. Et il n'y a plus de différence et on s'accepte tel qu'on est. Et ce qui compte, c'est l'autre en tant que sujet. Pas en tant que statut, pas en tant que histoire, et on l'accueille tel qu'il est, et ça c'est une source de joie parce que ça veut dire qu'il y a une forme de tolérance, d'acceptation de la différence, et c'est plein d'espoir parce qu'on peut se dire au fond, on peut vivre dans une société égalitaire où à un moment donné les rôles peuvent être inversés, mais chacun a sa place. Donc oui, c'est une source de joie fondamentalement. Maintenant, pour ceux qui craignent de perdre des choses, il y a plein d'autres émotions qui peuvent surgir. Si on se dit oui, mais est-ce que ça va durer vraiment que 15 jours? Est-ce qu'ils vont pas rester à table avec nous, ces esclaves, hein?
Et oui, et c'est toute l'histoire de l'humanité qui est à l'œuvre. On le voit bien dans l'actualité chaque semaine sur Sud Radio. En tout cas, vous, rappelez-vous ce 1er de l'an, cette soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre qui a été marquante pour vous. Peut-être que en vous en souvenant, vous vous dites, ah ben voilà, c'était un moment déterminant. Qu'est-ce que j'en ai fait? On continuera à explorer les actualités de ces 1er janvier marquants. Il ne sera question du 1er janvier 2002, c'est l'euro qui nous arrive, et du 1er janvier 1818, et il sera question de Frankenstein. On se retrouve tout de suite après pour faire tourner la roue des émotions sur Sud Radio. Le Psychodon, Agir pour la santé mentale présente Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Et cette semaine, dans la roue des émotions sur Sud Radio, nous explorons des faits marquants d'actualité du 31 décembre et de ces 1er janvier emblématiques. Il en est un dont on se souvient tous, le 1er janvier 2002, l'euro, une nouvelle monnaie pour l'Europe. Il y a 20 ans, 304 millions d'Européens dans 12 pays de l'Union européenne découvrent leur nouvelle monnaie, l'euro. C'est un vrai choc sous forme de billets et de pièces. On en était tous à compter combien ça fait de francs. L'euro a 20 ans et à vrai dire, elle est née 3 ans plus tôt quand les devises de ces mêmes 12 pays ont été arrimées les unes aux autres à des parités fixes. Et Robert Zuilly, comment on peut regarder avec quelle émotion cette arrivée de l'euro ce 1er janvier 2002? Je vais rester sur cette émotion qu'est la joie, hein. Elle fait l'unanimité aujourd'hui, mais bon, ce soir c'est la fête. Et oui, ça devrait être un bon moment. Mais je trouve qu'il y a d'abord quelque chose de très pratico-pratique, c'est que quand vous voyagez désormais en Europe, vous n'avez plus besoin de change et vous n'avez plus besoin de faire les conversions. Donc c'est quand même extrêmement pratique et ça nous rapproche des autres. Et puis, le psy que vous êtes voit peut-être là le rapprochement des uns et des autres, donc la facilité qu'il y a à être en lien. Exactement, mais je fais un lien avec aussi l'identité, parce qu'au fond, on peut considérer que c'est une décision extrêmement courageuse au plan nationaliste, parce que ça veut dire que ces pays-là ont choisi de renoncer à leur monnaie qui faisait partie de leur identité, le franc. Quand même, rappelez-vous le franc. Tous ceux qui ont plus de 20 ans ont connu le franc. Il y avait un attachement. Mais oui, le Pascal, rappelez-vous, ça avait une valeur forte, ça parlait de notre identité. Et là, on est en train de se dire, on accepte de reconsidérer cette partie de nous pour la fusionner avec des différences avec les autres. Et donc, ça veut dire que quand vous allez à l'étranger, vous pouvez être un Français, vous pouvez aller en Allemagne, n'importe où en Europe, en tout cas à l'époque, dans quelques 12 pays, eh bien, on vous accepte tel que vous êtes. Et certes, il peut y avoir encore la barrière de la langue, mais il n'y a plus la barrière de la monnaie. Et donc, c'est le sentiment, au fond, qu'on rentre quelque part, où on arrive en étranger, mais on est accueilli en voisin, accepté tel qu'il est. Et je trouve que ça, c'est une preuve de tolérance. Et j'ai la même monnaie que toi, je te connais, exactement. Je te reconnais, cela facilite nos liens. C'est ça, et ça nous permet de nous dire, on a au fond quelque chose en commun qui nous relie, au-delà de nos nationalités, de nos différences culturelles et identitaires. Et je trouve que c'est un très beau trait d'union, finalement. Alors aujourd'hui, on utilise un peu moins les espèces, comme on dit, et c'est dématérialisé, mais ça reste au plan symbolique, et c'est très fort. L'Europe économique était en œuvre dès le 1er janvier 2002. Marine Colombel, vous êtes psychiatre. Faites tourner la roue des émotions pour nous emmener vers plus d'agilité mentale. La peur. Alors c'est vrai qu'il y a eu de la peur ce 1er janvier 2002, mais il faut multiplier par 7, il faut diviser par 7. Comment je vais faire pour aller acheter mon pain, payer la réparation de ma voiture? Ça semblait être très complexe. La peur du changement qui se lie aussi à la peur du changement de millénaire. On était en 2002, ça veut dire que le millénaire était tout neuf. Et on rentrait dans une France qui était une France européenne, où les frontières étaient en train de s'abolir pour être sur un territoire beaucoup plus vaste, où on a relié plus fortement les gens de notre continent. Et évidemment, cette peur a émergé. La peur, on en a parlé tout à l'heure, de la perte d'une partie de l'identité. La peur d'être finalement, se rendre compte qu'on est un petit pays dans quelque chose qui est beaucoup plus vaste que nous. C'est ça aussi l'ouverture des frontières, c'est de se rendre compte que finalement, on n'est
plus majorité. Il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus grands que nous en taille. Et on revient vraiment à cette place de la monnaie, de l'utilisation de la monnaie, parce que il y a effectivement le libre-échange, mais il y a aussi la place de l'Europe dans le monde. Ça veut dire que ça nous a ramené aussi le fait de passer à l'euro, qu'on n'est pas juste un pays avec économiquement lié sur nous. On est ouvert à un monde qui est beaucoup plus vaste. Et effectivement, c'est ce qu'on a appelé la globalisation. C'est la globalisation. Et ça fait encore peur pour toute une partie de la population qui s'en sent exclue. Et si vous m'autorisez ce jeu de mots dont vous apprécierez ou pas la qualité, ceux qui sont restés en se disant « waouh, ça me fait peur », ils étaient dans une forme de sous-France. En 2 mots, hein. Sous S-O-U-S. Et France. Ah oui. Mais c'est dur à abandonner le sou de la France. Bien sûr. Et ça nous a fait souffrir pour certains qui n'arrivaient pas à se projeter dans cette dilution identitaire. Et c'est resté longtemps et ça s'est déplacé sur l'Europe aujourd'hui qui, en termes de concept, n'est pas toujours acceptée et continue à faire souffrir certains. C'est une peur qui est toujours présente finalement quand on entend les débats actuels. On est toujours dans les mêmes débats 2002 sur cette peur finalement de la mondialisation. Comment on fait pour faire écouter sa voix quand on est un pays petit en taille mais riche en idées. Voilà, il y a même eu des partis politiques qui voulaient revenir sur l'euro et qui utilisaient cette notion-là comme argument politique. Changement de registre, 1er janvier 1818. Alors là, Mary Shelley publie anonymement son premier livre, Frankenstein. Et vous allez nous expliquer exactement de quoi il s'agit. Marine Colombet, c'est un monument de la littérature qui a ouvert en fait la voie au récit fantastique et au récit psychologique, philosophique, qui explorait et qui explore toujours les relations complexes de l'homme avec la science. Comment réagir et avec quelle émotion ? Alors Frankenstein, on est vraiment dans une rupture à la fois au niveau littéraire, mais au niveau de l'art et vraiment de la culture. Alors déjà, il faut resituer, Mary Shelley a écrit son livre à l'âge de 19 ans. 19 ans en 1818. Et elle imagine Frankenstein. Au tout début de la révolution industrielle en Angleterre. Elle est très impressionnée par les travaux sur l'électricité, sur l'industrialisation massive finalement qui transforme une Angleterre rurale en une Angleterre qui travaille dans les usines. Et de ce récit, de cette peur fondamentale, naît l'image de Frankenstein. La rupture vient aussi de cette compréhension, cet éclair de génie qu'elle a eu dans cette écriture, de se dire finalement, dans ce récit, donc le Frankenstein, donc c'est le docteur Frankenstein, c'est le créateur de la créature qui ne s'appelle pas Frankenstein, il s'appelle juste la créature. Le docteur Frankenstein se substitue à Dieu. C'est le premier récit de l'histoire où Dieu n'est plus présent, l'homme devient Dieu. Pour des conséquences terrible dans le récit parce que ça va entraîner beaucoup de morts et beaucoup de souffrances, mais c'est vraiment un point de rupture au niveau de la littérature et de la culture. 1er janvier 1818, vous tournez la roue des émotions pour Robert Zully parce que vous êtes sa main bienveillante. C'était à quelle heure? Je vous en pose de questions. Non, mais enfin, je voulais savoir parce que voilà, vous voyez, la colère. Ça me met en colère tout ça parce qu'on connaît pas l'heure, mais surtout, ce qui peut nous rendre en colère dans cette histoire, c'est qu'il y a une création artistique qui fait que on pourrait reprocher à l'auteur de venir substituer Frankenstein, le docteur Frankenstein, à Dieu, comme vous l'évoquiez. Et donc... Et ça peut mettre en colère, mais ça peut même faire peur. Oui, mais c'est ce qui est injuste, au fond. C'est qu'il n'y a pas d'enjeu religieux pour elle, il n'y a pas de dogme derrière ça. C'est une création purement artistique. Et le fait qu'elle ne touche pas de droit d'auteur sur ses ouvrages, c'est comme si à un moment donné, il y avait quelque chose qui faisait qu'on était obligé de la punir parce qu'elle avait osé s'opposer à une doctrine, à des dogmes qui racontaient une autre histoire que celle qui devait être entendue. Et moi, ça me met en colère, ça, potentiellement. Alors, je ne suis pas là, hein, on est très calme, et rassurez-vous. Je vois, vous ne faites pas de grosse colère. Non, je me maîtrise. Est-ce que ce soir, vous ferez une grosse fête, Robert Zully? Alors, c'est évidemment impossible de faire autrement. C'est un sacré moment où on se retrouve avec des amis, avec des proches, et on est là pour fêter joyeusement toute cette année qui a été
parcouru par des émotions très diverses quand même. Peut-être avec des amis et des proches, peut-être plus choisis que les réveillons de Noël, par exemple. Et ça, c'est peut-être un sujet au cœur de la famille, Marine Colombel. C'est la deuxième famille. Il y a la famille de sang, il y a la famille de cœur. Et ce qui est beau dans ces deux fêtes, qui sont à la fois le réveillon de Noël et le réveillon du Nouvel An, c'est que finalement, personne n'est laissé pour compte. On arrive à se diviser, on arrive à retrouver nos liens du sang, on arrive à trouver nos liens du cœur. Pour Noël, plutôt, c'est ça ? Plutôt pour Noël, et pour généralement. les liens du cœur, plutôt ce soir. Tout à fait. Donc, finalement, on fait la famille élargie, la famille qu'on a, et aussi la famille idéale du premier de l'an. Je vous souhaite à tous les deux d'excellentes fêtes et particulièrement un bon réveillon. Merci. Par avance, et vous aussi, Didier, merci à vous. Par avance, des vœux de bonheur. Et j'ai coutume de dire simplement des vœux de santé, et en particulier, bien sûr, de santé mentale à vous tous. Je me l'administre aussi, j'espère que je vais rester à peu près d'aplomb pendant l'année 2023. Et je vous souhaite à toutes et à tous une grande fête, des résolutions bonnes, au sens où des résolutions peuvent être bonnes pour vous, à la hauteur de vos objectifs et à la hauteur de vos espérances. Je vous souhaite vraiment une bonne année 2023. À bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour La Roue des émotions. Au revoir. Merci. Sud Radio, la roue des émotions. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.